Comment gagner vos premiers euros à partir de votre idée de projet SaaS en l'espace d'une semaine? C'est la promesse du podcast d'aujourd'hui. Je vais vous livrer toutes les méthodes que j'ai pu développer au fil des années, puisque en matière de projet SaaS, je peux vous dire que j'en ai essuyé des plâtres, et l'idée c'est de vous éviter à vous les erreurs que moi j'ai pu faire par le passé. Au menu de la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 4 stratégies pour identifier une idée de projet SaaS, la technique du créateur, la technique de l'artisan, la technique du copycat et la technique de l'explorateur. On va voir la méthode des 4 curseurs pour évaluer le potentiel de votre idée, une liste de questions pour mener vos entretiens clients et valider la fonctionnalité clé. Je vais définir ce que c'est qu'une fonctionnalité clé par la suite. Et je vais même vous donner une méthode pas à pas pour trouver vos premiers clients, pour aller les chercher, pour même les closer, pour leur vendre votre solution. Et je vous donnerai même la structure exacte et une analyse de la page de vente du logiciel que j'ai inventé, qui m'a permis de générer 5 000 € par an, qui est, je vais vous spoiler tout de suite, probablement que vous le savez déjà, mais une application mobile GPS pour les chasseurs qui leur permettait de cartographier leur territoire de chasse. Maintenant, si ce genre de contenu vous plaît, mettez un pouce, notez 5 étoiles le podcast, s'il vous plaît, pour soutenir ce genre de contenu. Ça me demandait un travail monstre, vous n'imaginez pas le nombre de notes et le temps, les semaines que que ça m'a pris pour préparer ce podcast, donc s'il vous plaît, soyez sympa. Mettez un pouce bleu et notez 5 étoiles. Alors, qui je suis pour vous donner des conseils? Je m'appelle Lilian Alvarez, je suis ingénieur logiciel, j'ai plusieurs entreprises, dont une activité de freelance en développement iOS. En 2022, j'ai généré plus de 200 000 € de chiffre d'affaires avec 95% de marge. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que parallèlement de cette activité, j'ai aussi un organisme de formation où j'accompagne des freelances de la tech, non seulement à se lancer, mais pour ceux qui sont déjà lancés, à développer leur activité. J'ai une formation que je vous invite, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, à aller voir le programme en commentaire. Vous verrez justement mon bilan comptable où vous pourrez trouver le chiffre exact de mon chiffre d'affaires et vous pourrez vérifier vous-même que je ne suis pas un vendeur de rêve là-dessus. Et vous trouverez aussi des dizaines de témoignages de développeurs freelance que j'ai accompagnés et que j'ai aidé à développer leur activité. Vous verrez, c'est assez formidable si vous souhaitez aller plus loin là-dessus. Et je vous invite et je vous rappelle aussi que j'ai créé 2 mini-formations pour les gens qui sont salariés et souhaitent se lancer en freelance. Et les freelances qui sont déjà lancés dans la tech, donc 2 mini-formations de 10 jours gratuites par mail. Je vous invite à regarder le lien en description, on en parlera un petit peu plus tard. Fin de l'intro, début du podcast. Par le passé, j'ai lancé un projet SaaS qui s'appelait Zone de chasse. Donc, je vous en parlais un peu plus tôt, c'est une application mobile GPS pour les chasseurs. Le concept est simple, c'était de permettre aux chasseurs de cartographier les limites de leur territoire, les zones interdites, les postes de chasse, les points d'eau aussi où ils devaient se rendre pour les abreuver, pour ajouter de l'eau dans les abreuvoirs, etc. J'ai bossé, je crois même jusqu'à 1 an avant d'avoir le premier client sur cette application. Donc, c'est-à-dire que je faisais ça en parallèle de mes études, de mon stage de fin d'études, puis en parallèle de mon premier emploi en CDI. Donc, je codais tous les soirs, tous les week-ends, comme un malade, pendant probablement 1 an avant d'avoir le premier client. Pire erreur à faire. Ne surtout pas faire comme moi. C'est une grosse erreur. Il faut tester le marché tout de suite pour voir si potentiellement vous allez gagner de l'argent. Justement. C'est là que intervient la première technique pour trouver une idée de projet SaaS. Peut-être on pourrait définir ce qu'est un projet SaaS. SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire Software as a Service. Et l'idée, c'est quoi? C'est de développer un logiciel, généralement un site web, en ligne, etc., que les gens vont pouvoir utiliser contre un abonnement mensuel, annuel, etc. La technique numéro 1, c'est la technique du créateur. Et la technique du créateur, c'est lorsque le besoin vient de vous ou d'un proche. Et dans le cadre de Zone de chasse, pour moi, c'était une idée de mon père, en fait, puisqu'il est chasseur. Et il se retrouvait justement face à ce problème qui est de, ok, je suis sur le territoire de chasse, je veux éviter d'être dans les zones interdites parce que je suis quelqu'un d'honnête et je veux pas, chasser dans des endroits où j'ai pas le droit de chasser. Et à ce titre-là, parfois j'ai des doutes. Il n'y a que quelques panneaux qui permettent de nous repérer sur le territoire. Comment est-ce que je fais pour savoir si j'ai le droit de chasser là où je suis ou non? Donc ça venait l'idée de lui. Maintenant, la technique du créateur, c'est quoi? C'est le concept, c'est ok, soit l'idée vient de moi ou d'un proche, mais si l'idée vient de moi ou d'un proche, il faut quand même vérifier certains paramètres clés. Voici une liste de questions à poser à une personne qui vous propose une idée de start-up. Parce que maman
Combien de fois elle m'a proposé des idées, genre toutes les semaines, ah j'ai une idée d'application pour toi. Non, je peux vous dire que j'aurais fait faillite 14 fois si j'avais écouté ces idées à elle. Quelles sont les questions et à chaque fois qu'elle me proposait une idée, justement, je lui disais, ok maman, est-ce que tu as cherché une solution qui existait aujourd'hui et qui faisait ce que tu me décris? Et la réponse dans 100% des cas était non. Donc la réalité, c'est que si une personne a une idée à vous partager, et si même vous avez une idée, mais que vous n'avez jamais cherché de solution, ben, c'est probablement que la douleur, que le problème auquel vous êtes confronté n'est pas assez douloureux pour que vous preniez 5 minutes dans votre journée pour voir si une solution existe. Donc probablement que votre idée, c'est un petit peu de la merde. Donc demandez aux gens et à vous-même, est-ce que il a cherché une solution? Parmi les solutions qu'ils ont identifiées, pourquoi ne sont-elles pas satisfaisantes? Comment est-ce qu'ils font pour résoudre le problème auquel ils sont confrontés aujourd'hui? Par exemple, dans le cadre de la chasse, ils imprimaient des cartes et ils les faisaient à la main. Donc ils dessinaient sur des cartes Google Maps les points à la main et ensuite ils les repéraient, ils les accompagnaient les gens sur le territoire. Donc là, vous voyez la douleur. Quelles seront les conséquences si on ne trouve pas la solution? Donc ça rejoint un petit peu comment est-ce que tu fais aujourd'hui et quelles sont les implications en coût, en temps, en argent, etc. de continuer ainsi. Et enfin, comment saura-t-on que la solution développée est une réussite ou un échec? Et là, l'idée, c'est de se baser sur des métriques du succès, que ce soit du temps gagné, de l'argent gagné, etc., etc. Mais c'est de se rapprocher de quelque chose de mesurable. Et parce que quand on se base sur quelque chose de mesurable, on est beaucoup plus enclin à parvenir à avoir un succès parce qu'on sait vers quel objectif on va. Si on ne sait pas vers quel objectif on va, comment est-ce qu'on sait si on l'a atteint? On ne le sait pas. C'est comme si vous démarriez dans un avion et que le pilote, il savait pas où il allait. Donc ça, c'est pour la technique numéro 1. Maintenant, place à la technique numéro 2. Et c'est probablement ma préférée. Pourquoi? Parce que je pense que c'est la meilleure, en fait, c'est la plus efficace, notamment parce que c'est très très dur de faire un projet SaaS et d'avoir une bonne idée d'un premier coup et d'automatiser tout ça, parce qu'en fait, c'est quoi le projet SaaS? C'est l'automatisation d'un projet, voilà, c'est automatiser une solution et la vendre à plein de personnes et que faire en sorte que cette solution convienne à l'ensemble des personnes auxquelles on va le vendre. Et la technique de l'artisan, elle va aller parfaitement pour les développeurs. Et les freelances notamment. Et je vais vous prendre une analogie particulière. Imaginons que vous êtes freelance. Vous faites des sites web, des applications mobiles ou peu importe. Et vous avez un premier client qui vous contacte, il est garagiste. Et il souhaite que vous développiez un logiciel pour gérer sa clientèle. Un genre de CRM, Customer Relationship Management Tool, je crois qu'on appelle ça. Donc pour gérer les clients, ses devis, ses factures, etc. Il vous contacte. Et vous faites la mission. Ça se passe plutôt bien. Il est content. Vous facturez ça au temps passé ou au forfait au projet. Vous lui facturez le projet 30, 40, 50 000 euros. À la fin de la mission, voici la liste des questions que vous allez lui poser. Et ça, je vous invite à le faire d'ailleurs avec tous vos clients. C'est très pertinent. Pourquoi avez-vous souhaité développer ce projet? Alors ça, en règle générale, vous aurez la réponse en début de mission. Même, c'est une question à poser en entretien de vente dès le début. Quelles autres solutions avez-vous envisagées? Pourquoi ne vous ont-elles pas satisfait? Quel est votre nombre d'employés? Qui, au sein de votre entreprise, va utiliser la solution qu'on vient de développer? Qui a décidé de l'achat de la solution? Donc ça, c'est le décisionnaire. Là, toutes ces informations qu'on est en train de faire, ça va nous aider derrière à vendre notre projet. À le revendre, pardon. Qui va utiliser la solution? Qui est-ce qui va pouvoir prescrire la solution et qui c'est qui va être le décisionnaire, c'est-à-dire qui c'est qui va signer le chèque? Comment est-ce que vous, chers clients, vous m'avez trouvé? Est-ce que c'était via un site internet, via un média en ligne, etc. Et vous, quel média utilisez-vous aussi? Est-ce qu'il y a un site web que vous consultez régulièrement, une chaîne YouTube, un podcast, un magazine spécialisé, etc. Quelles sont les problématiques qui vous ont donné envie de travailler avec moi? Comment décririez-vous votre situation avant et après notre collaboration, notamment en termes de chiffre d'affaires, conditions de travail, temps gagné, etc., etc. Quels arguments vous ont convaincu que j'étais le bon choix? Que se serait-il passé si, selon vous, nous n'avions rien fait? Et quel est l'impact financier à ce projet sur votre entreprise? Quel impact financier à ce projet sur votre entreprise? Cette liste de questions, vous pouvez la télécharger dans la fiche récap du podcast en description. L'ensemble de ces questions, elles servent à faire de l'acquisition client
de la vente et à trouver les bons arguments pour vendre la solution une nouvelle fois. Parce que qu'est-ce que c'est un projet SaaS ? C'est un projet qui se vend en automatique via un site et qui a des centaines, milliers, des dizaines de milliers, voire même des millions de clients. Et pour parvenir à c'est plus que ça. Pour parvenir à ce tel niveau en fait de quels sont les bons arguments, etc. Il faut poser la question. On peut pas, c'est pas quelque chose qu'on devine. C'est quelque chose dont on va chercher l'information directement auprès du client. Et l'avantage lorsqu'on est freelance et qu'on développe un projet, c'est qu'on sait déjà qu'il y a un marché. Ou en tout cas, il y a un marché au moins d'une personne puisqu'on a trouvé un premier client. Mais la philosophie de ça, c'est quoi ? C'est qu'on va récupérer des informations pour aller trouver nos premiers clients. Parce que la deuxième étape de la technique de l'artisan, c'est quoi ? C'est de trouver d'autres clients et de revendre un projet sensiblement équivalent à d'autres clients qui sont identiques, qui sont dans la même catégorie, dans le même archétype, dans le même persona que ce premier client-là. Et dans mon exemple à moi, c'est le garagiste. Donc, étape numéro 1, je fais un site de A à Z. Étape numéro 2, j'essaie d'en faire une marque blanche. C'est-à-dire que je récupère mon code et j'essaie de réutiliser la majeure partie du code pour servir d'autres clients qui sont dans la même cible, d'autres garagistes qui ont la même problématique. Et donc là, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, en fait, je vends un projet. La première fois que je vais faire le projet, ça va me prendre peut-être 3 mois de le développer, cette solution. OK ? Mais la deuxième fois, ça devrait me prendre 1 mois ou 2 mois. Et la troisième fois, ça va me prendre 1 mois et demi. Puis, à mesure que je vais trouver d'autres clients, le temps de travail devrait diminuer à chaque nouveau client. Et donc, on en fait ce qu'on appelle une marque blanche. Et la dernière étape de la marque blanche, c'est une fois que j'ai fait du copier-coller du code, etc., de manière un petit peu artisanale, eh ben, j'en fais un projet SaaS. Et ça, c'est la dernière étape du scale. Et pourquoi c'est pertinent d'avoir cette méthode ? Parce qu'en fait, on a déjà validé par les étapes 1 et 2 qu'il y a un marché, puisque j'ai déjà trouvé des clients. Donc, vous êtes quasiment sûr que votre SaaS, ben, il a toutes les chances de marcher, puisque vous avez déjà plein de clients, en fait. Et d'ailleurs, les premiers clients que vous avez eus, vous risquez de les migrer vers votre solution SaaS, qui va être mise à jour régulièrement. Donc ça, c'est pour la technique de l'artisan. En 3 niveaux, 1, vous trouvez un client qui vient à vous, probablement, qui veut développer une solution. Vous lui faites la solution, vous lui posez plein de questions pour essayer de comprendre ses caractéristiques à ce client-là. Vous essayez de voir, faites de la prospection, et je vais vous donner des messages de prospection, comment vous y prendre une fois que vous avez toutes ces informations-là. Puis ensuite, vous allez créer un site internet où vous allez vendre automatiquement votre solution que vous aurez développée en projet SaaS. Mais avant la solution, donc artisanale, marque blanche et SaaS, en 3 niveaux. Alors, troisième technique, la technique du copycat. Et la technique du copycat, il y a énormément d'accélérateurs de start-up, dont un accélérateur de start-up qui... c'est 3 frères, je crois, à la base. Je me souviens plus de leur nom, on mettra ça en post-prod si on arrive à retrouver. Mais qui regardaient des tendances aux États-Unis, des idées de projets qui marchaient bien, et qui faisaient les mêmes en Europe. Et ils copiaient parfaitement le produit. Groupon est une copie d'un site américain. These brothers became billionaires by copying people's ideas. Oliver, Alex, and Mark Samwar are 3 German siblings that pioneered a controversial but very lucrative business strategy. In the late 90s, they noticed how fast eBay was taking off in the US and determined it could be just as successful in Germany. They reached out to eBay execs asking if they could lead a European division, but after getting no response, the brothers launched a German eBay clone which had instant success, and eBay finally paid attention, buying the company a few months later for $43 million. Next on their hit list was Facebook. The brothers launched a clone of the social network called StudiVC and ended up selling it for $100 million. And despite a lawsuit from Facebook, made out scot-free. Then they copied Groupon. Their German version of it, CityDeal, was acquired by Groupon for $170 million only 6 months after launch. Their holding company Rocket Internet went public in 2014 at an 8 valuation. Et un jour, j'ai fait un entretien pour une mission freelance pour un accélérateur, enfin un studio en fait de start-up. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, un studio de start-up, un studio de développement d'applications qui s'appelle Takeoff Labs, qui est géré par une personne qui s'appelle Ray, et qui a développé plein d'applications comme ça, où il regardait, il a la capacité à identifier des tendances aux États-Unis, à voir des applications, notamment une Celebs qui s'appelle CELEBS, où tu prends une photo et ça te dit la personnalité la plus proche de toi, qui te ressemble le plus. Ça a fait un carton aux États-Unis. Et il se basait en fait sur des applications qui marchaient extrêmement bien, qui étaient en top 1 sur l'App Store, top 2, top 3. Et il prend une fonctionnalité de leur app
et il en fait une application. Un véritable carton. Donc j'ai essayé moi aussi avec beaucoup moins de succès que chez Takeoff. Et par exemple, j'avais fait une application où ça faisait des bruits de chat et de chien, et tu pouvais filmer la réaction de ton chat et de chien lorsque tu faisais le bruit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Alors pour le coup là, j'ai développé la solution. L'idée c'est de la développer ultra rapidement, et c'est pour ça qu'on fait qu'une seule fonctionnalité clé. Et pour tester vraiment le potentiel de l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la pub sur Snapchat. Et là, le secret d'une bonne pub, c'est de faire une vidéo de démo de l'application. Là, il y a rien de mieux qui marche que ça. Si vous observez les pubs qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est souvent des démos de l'application qui montrent comment ça marche. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, ça c'est une application en vrai qui est pas folle, mais qui pourrait se permettre de payer ça? Donc ce sont des gens qui ont des animaux de compagnie, et des plus jeunes, des teenagers, et je l'avais mis assez cher, je crois que j'avais mis 5 € par semaine, 4 € par semaine, donc des gens qui ont un pouvoir d'achat très élevé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, je l'ai fait en anglais, parce que le potentiel du marché américain est bien plus grand que le potentiel du marché français, et j'ai visé des jeunes via Snapchat, via la pub Snapchat, à New York et à Los Angeles, aux États-Unis, qui avaient les derniers iPhones. Parce que si t'habites dans ces villes-là et que t'as le dernier iPhone, c'est probablement que t'es un fils de riche. Et c'est les fils de riches qui ont la propension à payer la plus grande, ils ont la carte bleue de papa et maman, et c'est parti. Donc là, vous voyez l'idée, il y a plusieurs choses à apprendre de la technique du copycat, c'est observer les tendances qui marchent. Est-ce qu'il y a des applications payantes ou gratuites qui cartonnent en ce moment? Ben vous prenez la fonctionnalité star de leur application, vous copiez. Et deuxièmement, focalisez-vous lorsque vous allez faire de la pub payante, de l'acquisition payante et même de la pub tout court, et que vous allez aller chercher vos premiers clients, sur les gens qui ont la plus grande propension à payer et qui souffrent le plus du manque de cette solution. N'allez pas chercher les clients les plus difficiles à obtenir, allez chercher les clients les plus simples à obtenir, parce que si vous n'arrivez pas à obtenir les clients les plus simples, jamais de la vie vous aurez les clients les plus difficiles. Et n'oublions pas, la promesse de cette vidéo, c'est de tester très rapidement votre idée, et donc on n'a pas de temps à perdre avec les clients les plus difficiles. Numéro 4, c'est la technique de l'explorateur. Et la technique de l'explorateur, l'idée est la suivante. Vous avez une intuition, vous avez fait une observation dans votre vie au quotidien, et vous dites, ok, j'ai cette idée, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Comment la tester? Imaginons, j'avais un participant de la formation, par exemple, qui était en train d'investir en immobilier, et qui se disait, ok, je vais peut-être développer une solution pour faciliter la création d'un dossier de demande de prêt bancaire. Donc, grosso modo, quand tu souhaites acheter un appartement, une maison, un immeuble pour investir, faire ton premier investissement, tu as besoin de monter un dossier que tu vas apporter à la banque pour la convaincre de te prêter de l'argent. Et il s'était dit, ok, peut-être que je peux développer un outil qui, grosso modo, aiderait les gens à créer ce dossier bancaire persuasif, efficace et leur faire gagner du temps. Comment est-ce qu'on teste cette idée-là? C'est plutôt une question d'intérêt. Dès que vous avez votre projet, il faut se demander où sont les clients cibles. Là, on parle d'investisseurs immobiliers. Ils sont peut-être sur Instagram, sur LinkedIn, mais dans ce cas précis, sur des groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est la clé pour entrer dans des communautés, et vous en avez plein sur Facebook, et trouver vos premiers clients. Donc vous intégrez. Moi, pour mon projet de chasse, j'étais peut-être sur 300 groupes Facebook de chasseurs, voire plus. Tous les groupes Facebook, j'y étais dessus. Et je partageais régulièrement du contenu, et je vais vous dire exactement quoi écrire une fois que vous avez intégré ces 100, 200, 300 groupes Facebook. Vous allez envoyer un message dans ces groupes-là, et je vais vous dire exactement la structure du message que vous pouvez utiliser. Mais l'idée, c'est quoi? C'est 1, vous mettez un message. 2, vous allez mesurer le niveau d'intérêt et les signes suite à ce message. Est-ce que les gens like? Est-ce que les gens commentent? Est-ce que les gens contactent? Est-ce que les gens partagent? Plus vous avez des interactions, plus ça veut dire que vous avez une bonne idée. Ou en tout cas, que vous avez appuyé sur quelque chose vous avez appuyé sur le bon problème. Une fois que vous avez tous ces signaux du marché, like, commentaire, partage, vous allez contacter individuellement chacune des personnes qui a interagi avec votre post. Vous allez leur proposer soit un rendez-vous, soit de répondre à un formulaire. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de leur parler au téléphone, en visio, etc. et de leur poser une série de questions que je vais vous donner.
Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre argumentaire de vente et voir même en direct leur vendre votre solution. Et je vais vous dire exactement comment procéder dès maintenant. Intégrez votre groupe Facebook et vous avez pour objectif de vendre cette solution ou une application de chasse ou cette solution d'immobilier ou probablement une autre pour votre projet SaaS. 1. L'accroche. Qui d'autre a, et vous suivez ces qui d'autre a avec le problème que vous résolvez via votre solution. Est-ce que vous aussi, vous suivez du problème? Exemple, qui d'autre passe des heures à monter un dossier bancaire pour obtenir un prêt? Est-ce que vous aussi, vous perdez du temps à positionner les chasseurs au poste lors des battues au sanglier pour l'application de chasse? Donc ça va être l'accroche de votre poste. Il faut que les gens puissent s'identifier tout de suite, voir l'intérêt tout de suite. Cette question-là, elle va pas vous aider à vendre, elle va juste, l'objectif d'un titre, c'est quoi? C'est que les gens lisent le paragraphe suivant, lisent la ligne suivante. Ensuite, une fois que vous avez écrit cette accroche, vous allez décrire là où les conséquences de ce problème. Dans le cadre de la chasse, donc, quelle est la structure? C'est dites-moi si ça vous semble familier, 2 points. Et là, vous listez les problèmes auxquels les gens sont confrontés, enfin les conséquences des problèmes. Donc vous perdez des heures à rassembler toutes les informations, vous perdez des heures à faire de la mise en forme du dossier, vous perdez des heures, vous passez du temps à faire ci, vous faites ça, etc., etc. Dans le cadre de la chasse, moi c'était dites-moi si ça vous semble familier. Vous avez déjà perdu 2 heures à organiser une battue. Par exemple, un chasseur qui a des difficultés à trouver son poste, ou vous avez déjà eu des doutes sur les limites de votre territoire de chasse, un jour un doyen a arrêté de chasser et vous avez passé tout un été à retrouver tous les postes. Ça, ce sont des conséquences du problème. Ensuite, 3e partie, la solution. La solution, c'est, par exemple, la structure suivante. Je travaille sur un projet qui permet de, et là vous allez lister 2, 3 c'est déjà bien, fonctionnalités et bénéfices de ces fonctionnalités pour les gens qui vont utiliser votre solution. Exemple, zone de chasse vous permet de cartographier les limites et réserves de votre territoire de chasse, marquer les postes, miradors, abreuvoirs, à craie noire, accéder à une multitude de fonds de cartes, visualiser votre position en GPS par rapport à votre territoire en temps réel. Donc ça, ce sont les fonctionnalités. Les bénéfices, zone de chasse vous permet ainsi d'améliorer la sécurité de vos battues et de vos parties de chasse, le respect de la loi, et là je cite les articles, de faciliter la gestion de votre territoire, de gagner 30 minutes dans l'organisation des battues, et de fournir un GPS à vos adhérents et vos invités, et de garder en mémoire l'ensemble de vos enceintes, et bref, blablabla, de votre territoire. Donc ça, c'est la 3e partie, c'est votre solution, qu'est-ce qu'elle permet concrètement? Qu'est-ce qu'elle permettrait? Et ensuite, 4e partie, ça va être l'appel à l'action. Je cherche par exemple à échanger avec un maximum de personnes. Est-ce que le projet vous intéresse? Aimez ce post et le commentez-le, je vous envoie un message. Donc ce message-là, on va pas le mettre sur un groupe Facebook et attendre que ça se passe. On va le mettre sur 300. Il faut faire du volume. Ensuite, si les gens montrent un signe d'intérêt, like le post, etc., bonjour, envoyez-leur ce message. Bonjour, je te contacte suite au post que tu as liké ou commenté. Et là, vous mettez le lien du post. Le projet est en cours de développement. Afin de créer un outil qui puisse aussi t'aider à toi et répondre à tes besoins, je serais ravi de pouvoir échanger avec toi pour mieux comprendre tes problématiques. Serais-tu disponible 15 minutes pour échanger par téléphone ou en visio, ou aurais-tu le temps de répondre à un formulaire? À la fin du formulaire, vous récupérez toujours un moyen de contacter les gens pour leur revendre la solution une fois qu'elle sera prête. Ou en pré-vente. Ça, c'est ce qu'on va voir pour l'étape d'après. Donc ça, c'est lorsque vous passez par un groupe Facebook en 2 temps, ou sur, je dis un groupe Facebook, mais ça peut être un post sur vos réseaux sociaux, ça peut être les groupes LinkedIn, ça peut être, bref, n'importe où en fait. Maintenant, si vous voulez contacter directement les gens, parce que vous avez remarqué que voilà, les investisseurs immobiliers, ils étaient sur LinkedIn et ils mettaient tous investisseurs immobiliers, ben vous allez faire une liste de gens à contacter, vous allez leur envoyer ce message-là, par exemple. Bonjour, je vous contacte car j'ai vu que vous étiez investisseur immobilier, ou j'ai vu que votre métier c'était ABC, ou j'ai vu que vous aviez un hobby c'était XYZ, etc., etc. Donc vous expliquez pourquoi vous les contactez. Es-tu confronté au problème suivant? Vous décrivez le problème. Est-ce que toi aussi tu es victime de ces conséquences-là? Tu perds du temps, tu perds de l'argent, etc. Je travaille sur un projet qui permet de, et là vous relistez fonctionnalités et bénéfices. Est-ce que vous auriez 15 minutes à m'accorder la semaine prochaine, ou est-ce que vous pourriez prendre quelques minutes pour répondre à votre formulaire, à mon formulaire? Cordialement. Ça, c'est le message de base. Si personne ne vous répond,
c'est probablement que les gens ne sont pas intéressés par votre idée et que c'est pas vraiment un problème important pour eux. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais déjà, vous savez que vous pouvez arrêter le projet à ce moment-là. Imaginons maintenant que les gens acceptent votre rendez-vous. Quelles questions vous allez leur poser? Pourquoi est-ce que tu es intéressé par cette solution? Quelles sont les autres solutions que tu as envisagées et pourquoi ne t'ont-elles pas satisfait? Quels médias tu consultes régulièrement? Pourquoi est-ce qu'on demande le média? Parce que si demain vous lancez votre solution, vous pouvez contacter le média là, faire un partenariat avec eux, ils vous renvoient des clients, vous leur donnez un pourcentage, etc., etc. Quel bénéfice voyez-vous dans la solution décrite? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Quelle est la fonctionnalité la plus importante parmi celles présentées? Je vous parlais de la fonctionnalité clé. L'erreur que font les devs et que j'ai faite à titre personnel, c'est de vouloir développer le logiciel le plus complet possible. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le code, quand je suis chez moi sur mon ordinateur là, en train de coder, je suis dans mon monde. Je suis protégé. Je suis pas en train de me confronter à un client qui me dit arrête de m'emmerder, Lilian, avec tes messages, tu m'emmerdes, t'es gênant là avec tes relances, laisse-moi tranquille. Je peux te dire que j'en ai souvent sur LinkedIn. Ça c'est facile. Le problème c'est qu'on développe une multitude de fonctionnalités, alors même qu'une seule fonctionnalité aurait pu suffire pour vendre la solution. Donc l'idée c'est de récupérer de la data sur qu'est-ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce qu'on veut faire que ce qui fait la différence. On veut pas développer une usine à gaz. Quel est le problème que cette solution résout pour vous? Et comment faites-vous pour résoudre ce problème-là aujourd'hui? Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez quantifié la perte pour le client. Vous pouvez lui dire la chose suivante. Si j'ai une solution qui fait ABC et qui reprend la fonctionnalité clé dont tu as besoin, serais-tu prêt dans ces conditions à payer une solution X euros par an? Et ce X euros par an, ça peut être le prix d'un abonnement logiciel ou par mois, etc. La personne va vous dire oui ou non. Alors, elle peut très bien vous dire oui, mais tant qu'elle n'a pas mis la carte bleue sur votre site et qu'elle vous a pas fait le virement, c'est des paroles en l'air. La meilleure preuve d'amour que peut vous faire un client, c'est pas de vous dire ah t'es génial, c'est super ton idée. Non, c'est un virement bancaire. Ça c'est la plus belle preuve d'amour. Ensuite, une fois que vous avez posé cette question, la personne elle va dire oui ou non. Si elle vous dit non, demandez-lui pourquoi. Si elle vous dit oui, vous pouvez lui dire la chose suivante. Si je te disais que si tu paies maintenant pour une solution qui sortira peut-être dans 6 mois, qui sort dans 6 mois, dans 3 mois, serais-tu disposé à effectuer un paiement de X euros? Donc imaginons que c'est 1000 euros par an. Tu sais quoi, je te le fais, si tu es prêt à l'acheter en pré-vente, c'est-à-dire avant que la solution soit prête, je te le fais 1000 euros, mais à vie. Donc il a tout intérêt à acheter tout de suite. Et là, vous verrez comment la personne réagit. Est-ce qu'elle est prête à payer? Et dans ce cas-là, vous lui envoyez un contrat, petit devis, machin, je m'engage, blablabla. Est-ce qu'elle vous fait le virement ou pas? Ou est-ce qu'elle vous dit, ouais, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'en parle à ci, il faut que j'en parle à là. Vous pouvez toujours essayer de creuser les objections, mais effectivement, si la personne vous envoie bouler, déjà vous dites, ok, peut-être que je fais fausse route. Petite remarque, avant que j'oublie, quand vous faites ces entretiens clients, notez tout, voire même enregistrez-les en visio, parce que ce sont des datas que vous allez pouvoir réutiliser pour la suite, pour construire votre page de vente et pour convaincre vos prochains clients. L'idée, c'est toujours de s'améliorer en continu. Ok, on va passer maintenant à la méthode des 4 curseurs. Alors, la méthode des 4 curseurs, donc les 4 curseurs, quels sont-ils? C'est pour, déjà, cette méthode, elle permet d'évaluer est-ce que votre idée, elle a du potentiel ou pas? Est-ce que vous avez bien choisi votre marché? Ok. Premier curseur, c'est la douleur de votre cible client. Est-ce qu'il a mal? Est-ce que t'as mal, Lucas? Est-ce que ma cible client, elle a de l'argent? Est-ce qu'elle a la capacité à payer ma solution ou pas? Est-ce que ma cible client, je peux facilement la trouver? Et si oui, comment? Par les groupes Facebook? Par LinkedIn? Par un annuaire? Que sais-je? Est-ce que c'est facilement trouvable? Si demain, je me mets à vendre une solution pour des espions qui ont travaillé pour le gouvernement, et je crois que je vais avoir quelques difficultés à trouver des clients. Voilà, je prends le cas extrême. Ça va vous faire rire, mais bon. Voilà. Et 4e point, est-ce que le marché est en croissance? Est-ce que la loi de l'offre et de la demande est en ma faveur? Est-ce qu'il y a plus de demandes que de solutions aujourd'hui sur le marché? Et par exemple, si je prends le cas du marché je sais pas moi, du journalisme, c'est la galère en fait. Si demain vous proposez un système de publicité ou un logiciel pour les journaux, la probabilité pour qu'ils les achètent, en tout cas, c'est pas le meilleur marché parce que c'est un marché qui est en train de mourir.
Je vais creuser un petit peu ces 4 curseurs qui sont pas de moi, mais qui sont de Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain que je vous recommande de suivre parce qu'il fait du super bon contenu. Alors, pour la douleur de votre cible. Une douleur, elle est évidente. Si, Lucas, toi, tu as mal à la tête, je n'ai pas besoin de te convaincre du fait que tu as mal à la tête. Tu le sais, en fait. Tu sais que tu as mal. Une personne qui souffre, elle est bien au courant. Donc, si vous vous retrouvez à dire « Oui, mais les gens, ils ne comprennent rien à mon idée, je dois éduquer mon marché, ma cible client, de l'importance de ma solution, etc. » Bah, dans 99,9999% des cas, vous vous plantez, en fait, vous faites fausse route. Si la personne ne sait pas la douleur qu'elle a, c'est qu'elle a pas de douleur, et donc, elle va pas acheter votre solution. Donc, comment identifier la douleur? Eh ben, la douleur, est-ce qu'elle est insupportable? Parce qu'il y a un curseur dans la douleur, c'est pas binaire. Et que se passe-t-il si on fait rien? Est-ce que tu vas continuer à souffrir si tu as mal à la tête? Quel est l'impact négatif de ton mal de tête? Maintenant, la propension à payer. Est-ce que la personne a de l'argent à me donner pour la solution que je souhaite développer? Et ça, je vous renvoie vers la technique de closing, de vente à la fin. Donc, si je développe une solution qui fait baisser, serais-tu prêt à payer X euros par an? Et si je te disais que si tu paies maintenant pour une solution qui sortira dans 6 mois, est-ce que tu serais prêt à payer maintenant X euros à vie? Ne cherchez pas, alors d'ailleurs, ça aussi c'est assez important, mais ne cherchez pas à optimiser le prix dès le début. Testez des prix, c'est pas très grave. Si vous vendez à des prix différents, à des gens différents, juste testez, essayez de vendre. Déjà, si vous rentrez de l'argent, c'est déjà magnifique. J'en parlais au début, donc quel est le 3e point? C'est la facilité à contacter et à trouver votre cible. Je pense que j'ai rien ajouté, je vous ai déjà tout dit là-dessus. Et ensuite, la croissance du marché, pareil, je vous ai déjà tout dit là-dessus. Quelques exemples. Si demain, je te dis, on va développer une solution pour les développeurs juniors qui sont en recherche de leur premier emploi et on va faire une offre de coaching. Est-ce que tu crois que c'est un projet via une plateforme en ligne? C'est un projet qui va marcher ou pas selon toi? Si tu l'évalues par les 4 curseurs, la douleur de la cible client, elle est très forte. Ils sont en recherche de leur premier emploi, ils galèrent, ils sont en difficulté, la douleur est présente. Donc on va les trouver facilement. Troisième point, je vais sauter le deuxième point, vous allez comprendre pourquoi. Très facile à trouver sur LinkedIn. Développeurs juniors, etc. Je les trouve facilement. 4e point, c'est un marché en croissance parce qu'il y a de plus en plus de développeurs juniors. Par contre, le 2e point, la propension à payer de votre cible, elle est probablement très faible. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est leur premier emploi, ils viennent de commencer dans la vie, donc ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, donc à ce titre-là, il y a 3 curseurs qui sont vachement bien. Par contre, le 2e, la propension à payer, ça sent pas très bon. Donc vous risquez de passer beaucoup de temps à aider des gens gratuitement à créer du contenu, mais pas beaucoup à encaisser de l'argent. Pour zone de chasse, la douleur de la cible, selon moi, n'était pas assez forte. La propension à payer, elle était aussi pas terrible, puisque les associations, ils ont pas beaucoup d'argent. La facilité à trouver et à contacter la cible sur Facebook, c'était assez puissant, on va pas se mentir, et c'est un marché qui est en décroissance. La chasse, ça a pas la cote. Donc, si j'avais passé mon projet sous le prisme de ces 4 curseurs, je l'aurais pas fait. Et j'aurais gagné 3 ans de ma vie. Maintenant, je vais vous donner la structure de la page de vente en 12 étapes. Et je vais illustrer ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite peut-être à écouter cette partie-là via YouTube, parce qu'on va illustrer avec les images du site. Maintenant, nous allons voir, et je vais vous donner la structure exacte de la page de vente que j'ai utilisée pour vendre mon application Zone de Chasse, qui m'a, pour rappel, permis de générer 5 000 € par an de chiffre d'affaires. Je vais vous donner la structure en 12 étapes. Et pour remplir ces 12 étapes, l'étude de marché, les questions que vous allez poser aux gens, etc. en amont, vont vous être très utiles. En fait, on va se baser surtout sur ça pour avoir les bons argumentaires de vente. En titre, j'ai mis le nom de la solution, c'est-à-dire découvrir le GPS spectaculaire pour la chasse. Et ensuite, j'utilise ce qu'on appelle le principe de l'ouverture. Pour qui? À qui ça s'adresse? Vous pratiquez la chasse en battue, donc c'est pour ceux qui pratiquent la chasse en battue, et je le tourne toujours sous la forme de questions. Alors, on a quelque chose à vous proposer. Ensuite, toujours l'ouverture. J'appuie sur les conséquences, et je vous en parlais un peu plus tôt dans le podcast. Dites-moi si ça vous semble familier. Vous avez déjà perdu 2 heures à organiser une battue, vous avez eu des doutes sur les limites du territoire de chasse, un doyen a arrêté de chasser et vous avez passé un été pour retrouver l'ensemble des postes. Donc là, je décris finalement
les conséquences et les problématiques qu'ont vécu les chasseurs dans le cadre de la chasse à la battue. Donc, quand les gens ils vont lire ça, ils vont se dire « Ah ouais, c'est moi qui décris. Effectivement, moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, si j'ai vécu ça, eh ben, je lis la suite. » Et la suite, c'est quoi? C'est une démo de la solution. Alors, moi, j'ai mis en place une vidéo sur le site, une démo de l'application. Vous, si vous n'avez pas encore développé de solution, ben, vous pouvez très bien faire des screenshots de votre solution, quitte à ce que ce soit photoshopé, que ce soit faux, etc. Parce que c'est encore une maquette, c'est en cours de développement. Ça, c'est tout à fait acceptable. C'est même une solution que je vous invite à privilégier. Ensuite, il va falloir dire un petit peu qui vous êtes. Ça, c'est là, c'est après la démo, c'est la 4e partie, qui nous sommes, parce que les gens ont besoin de s'identifier à vous, et qui vous êtes va définir aussi votre niveau de crédibilité. Et votre niveau de crédibilité, finalement, il est très important pour les gens. C'est ok, ta solution, ok, t'as compris mon problème, ta solution m'a l'air pas mal, mais qui es-tu pour que je t'écoute et que je te donne mon temps et que je te donne mon argent? Eh bien, nous, on a dit quoi? On a dit, avant de vous présenter notre solution, notre GPS, vous vous demandez peut-être qui nous sommes. Eh bien, on va vous le dire. Nous sommes une famille de chasseurs. Un père chasseur depuis plus de 40 ans, ancien gérant d'ACCA dans le sud de la France, et son fils informaticien. Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 3 ans pour créer le GPS parfait pour les chasseurs, une application simple à utiliser que l'on a créée en collaboration avec des chasseurs qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les nouvelles technologies. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je réponds à une objection qui sont les chasseurs n'ont pas l'habitude d'utiliser des nouvelles technologies, ce qui est important aussi. Et voilà, je partage aussi le fait qu'on a gagné un prix, etc., pour accroître la crédibilité. Ensuite, j'enchaîne avec le comment ça marche. Grosso modo, quelles sont les fonctionnalités que je liste, des impressions d'écran pour plonger un petit peu dans la solution. Alors là, encore une fois, si vous n'avez pas développé la solution, c'est pas grave, vous pouvez toujours faire semblant en mettant, en utilisant des logiciels comme Canva, Photoshop, etc., pour donner un aperçu d'une solution qui n'existe pas encore. Et je décris, en plus de la solution, les bénéfices clients. En quoi est-ce que ça va vous aider? Gain de temps, gain d'argent, augmentation des résultats, etc., etc. Ensuite, je vais essayer, là, ça va être difficile de le faire au début, mais je vais partager des avis clients. Les avis clients, vous pouvez très bien demander des témoignages à vos premiers bêta-testeurs une fois que vous aurez lancé une première version. Demandez à des gens, teste la solution et dis-moi ce que tu en penses. Fais-moi un avis construit, je t'offre la solution et tu me dis ce que tu en penses. Donc là, comme ça, vous pourrez mettre en avant vos avis clients. Vous pouvez aussi, et ça c'est une très très bonne idée pour accroître la preuve sociale, votre crédibilité, etc., contacter la presse, des journaux, des médias en ligne, etc., pour leur dire, voilà, j'ai développé cette solution, voici on appelle ça un communiqué de presse de ma solution, et vous allez voir, plusieurs journalistes vont publier, vont vous demander un interview, etc., et vont parler de vous, et ensuite vous pourrez mettre les logos de ces médias-là sur votre site pour accroître votre crédibilité. Ensuite, j'utilise la technique du dilemme. La technique du dilemme, pour l'utiliser, en fait, il me faut de la data. Le dilemme, c'est quoi? C'est soit vous continuez à ne pas utiliser ma solution, à perdre du temps, à perdre de l'argent, dans le cas des chasseurs, c'était à imprimer les cartes de chasse et à faire tout ça à la main et à galérer. Soit vous utilisez ma solution qui va vous faire gagner du temps, qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace, de partager l'information avec tous les chasseurs, etc., etc. Donc c'est de bien mettre la personne face à son dilemme et que votre solution soit tellement au-dessus, tellement géniale que l'idée d'achat soit évidente. Je vous invite à proposer une option garantie satisfait ou remboursé. Ça diminue le risque d'achat. Oui, vous allez vous faire arnaquer par une minorité de gens qui vont vous demander un remboursement, mais bon, c'est pas très grave. Proposez-le, vous allez voir, ça va diminuer le risque, enfin, ça va augmenter le nombre d'achats que vous allez avoir. Ensuite, l'offre. L'offre, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo, qu'est-ce que je vous promets? Un abonnement par an avec telle et telle fonctionnalité. Vous pouvez faire 3 types d'abonnements avec des niveaux de fonctionnalité différents, ce que font les gens, en règle générale, tous les SaaS. Maintenant, pour commencer, n'hésitez pas à faire une fonction, enfin une solution, un abonnement, à moins que vous ayez identifié plusieurs cibles clients avec des besoins différents.
Mais je vous recommande quand même, surtout au début, de faire simple, parce que l'objectif au début, c'est de rentrer du cash et c'est de valider votre idée. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à faire un lancement en pré-vente, parce que vous allez contacter énormément de gens, vous allez récupérer des emails, des numéros de téléphone, etc., etc. Donc faites un pré-lancement en disant voilà, la solution, elle est en cours de construction, elle sortira dans 6 mois. Et prenez vos premiers clients, prenez de l'argent pour 2 raisons. Déjà parce que peut-être que une fois que vous aurez développé la solution, personne ne sera intéressé. Donc dans ce cas-là, vous avez perdu 6 mois. Là, vous allez éviter de perdre 6 mois parce que s'il y a personne qui achète ou s'il y a 2 personnes qui achètent, vous pouvez toujours les rembourser. Mais au moins, vous n'aurez pas perdu de temps à développer une solution dont personne n'a envie d'utiliser. La dernière partie de votre site, c'est une FAQ pour répondre aux questions récurrentes qu'on va vous poser. Et n'hésitez pas à ajouter des questions à mesure qu'on vous les pose. Comme ça, les gens, ils pourront la consulter et ça pourra les rassurer au moment de l'achat. Est-ce que vous, là, qui nous écoutez de l'autre côté de l'écran, est-ce que vous êtes développeur ou est-ce que vous avez un profil tech et vous êtes déjà freelance ou est-ce que peut-être vous êtes salarié, mais vous avez pour ambition de vous lancer en freelance et parallèlement à votre activité de freelance de lancer un projet SaaS, eh bien, j'ai créé une mini formation pour vous en 10 jours, un email par jour avec des cas concrets sur 1. La négociation de taux journalier, de clauses de contrat, de télétravail, de comment se vendre, de comment trouver vos clients avec plusieurs méthodes, de conseils en matière de fiscalité, de choix de statut juridique pour ceux qui sont pas encore à leur compte, notamment parce que je peux vous raconter une petite anecdote très rapidement à titre personnel. Quand je me suis lancé, j'ai pas coché la case versement libératoire sur le CERFA de la micro-entreprise et ça m'a coûté 6 000 € d'impôts sur le revenu en plus la 2e année de mon activité de freelance. Donc je peux vous dire que je l'avais en travers avec 6 000 €, on aurait pu faire un joli voyage à New York. Qu'est-ce que je vous partage aussi? Des anecdotes de négociation et très rapidement pour vous donner un petit peu les cas concrets pour ceux qui sont freelance ou qui souhaitent le devenir. 2 cas concrets. J'ai un développeur Flutter dans ma formation qui, lors d'une négociation, il a fait un test technique en fait en visioconférence de 45 minutes où il a codé une petite application et il était observé par un manager qui était un ancien dev pendant le test technique. À l'issue du test technique, le manager lui demande « Qu'as-tu pensé de ta prestation ?» Donc il fait une autocritique assez dure envers lui-même et suite à cette autocritique, le manager enchaîne avec un au vu de ce que tu viens de me dire, quel effort tu peux faire sur ton taux journalier ?» Donc il a pris au pire moment et il appuie là où ça fait mal. J'ai d'autres anecdotes, je pourrais vous en rencontrer plein, juste une dernière, mais j'ai une personne dans la formation qui prend une mission, négocie extrêmement bien son taux journalier, à tel point que l'intermédiaire en fait faisait très peu de marge, voire quasi pas de marge en fait. Et au bout de quelques jours, il a été sorti de la mission en fait, même si c'était une mission qui avait pour optique, on lui avait dit, écoute, il y a plein de travail, ça va durer 2 ans la mission minimum, etc. On a vraiment besoin de profils comme toi. Ils l'ont sorti je crois qu'au bout de 1 ou 2 jours, ils lui ont envoyé l'email, ils ont déclenché le préavis, qui était de 2 semaines, ils l'ont sorti de la mission. Et on voit au sein de la formation comment négocier ces clauses de contrat, préavis, non-concurrence, etc., qui peuvent être utilisées contre nous si, par exemple, un intermédiaire trouve un freelance sur lequel ils vont plus marger parce que vous avez trop bien négocié votre taux journalier. Du coup, ça vous dessert finalement parce qu'ils vous sortent de la mission. Donc voilà, ça c'est des cas concrets de négociation dont je vais vous parler au sein de cette mini-formation par mail. Donc inscrivez-vous, le lien est en description. Et que vous dire de plus? Encore une fois, téléchargez les liens en description si vous voulez récupérer les notes de ce podcast avec les différents éléments, les questions, les structures, etc. Tous les liens sont en description. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à noter aussi le podcast, à mettre des pouces bleus. À très bientôt. Ciao.